je vais aborder un sujet d'actualité puisque la Commission vient de publier ce matin un rapport sur la réforme du corps diplomatique qui a été engagé sous le précédent quinquennat. Autant dire que vous n'étiez pas en responsabilité ministérielle et que ce que nous allons pouvoir vous dire à ce sujet ne s'adresse pas directement à vous, sauf que maintenant c'est vous la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La Commission a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur cette réforme que très globalement et à une très large majorité, nous rejetons dans son principe. En effet, nous pensons que cette réforme du corps diplomatique porte un risque pour la pérennité de la diplomatie française, le maintien de notre capacité d'influence. Il est difficilement compréhensible que notre outil diplomatique, dont l'expertise est admirée bien au-delà de nos frontières, ait constitué une cible prioritaire de réforme, alors même que le contexte international se dégrade de jour en jour, et j'y ajouterai que les positions de la France sont régulièrement fragilisées. C'est pour cette raison que la Commission a désigné les sénateurs Jean-Pierre Grand et André Vallini pour travailler sur ce thème, au sujet duquel la Commission a adopté la semaine dernière très largement un rapport d'information que je me suis permis de vous adresser. Nous prenons acte bien évidemment de votre décision d'organiser une large concertation sur les métiers de la diplomatie, mais vous conviendrez que les décisions qui ont été prises ces derniers mois doivent être remises à plat et à tout le moins assorties d'un certain nombre de clarifications et de garanties qui ont été présentées ce matin lors d'une conférence de presse par les rapporteurs. Ils auront l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Pour ma part, je suis particulièrement attaché à l'une de ces recommandations, qui est en quelque sorte une main tendue vers l'exécutif. Elle consiste dans le fait de permettre aux commissions compétentes des assemblées parlementaires de donner un avis sur les personnalités pressenties pour exercer des fonctions diplomatiques d'une importance toute particulière. Cette recommandation s'adresserait bien évidemment aux ambassadeurs du G20 par exemple, en tous les cas des postes absolument essentiels, ainsi que ceux qui sont exercés dans les grandes organisations multilatérales. Si une telle procédure ne peut évidemment s'appliquer à l'ensemble de nos ambassadeurs, les responsabilités exercées par nos ambassadeurs en Europe, à Pékin, à Washington, ou les représentants permanents dans les grandes organisations internationales, ont évidemment une importance qui justifie de recueillir l'avis de la représentation nationale. Ça se pratique dans d'autres pays de manière tout à fait fluide et, à mon sens, cette proposition permettrait à minima de rassurer nos diplomates et d'apporter sur ce dossier un élément de transparence démocratique sans toucher bien évidemment au pouvoir de nomination du président de la République, car il est hors de question de revenir sur un pouvoir constitutionnellement exercé depuis de longues années. Et donc bien évidemment, Madame la Ministre, nous serions très intéressés de connaître votre position sur à la fois les éléments que nous avons évoqués dans ce rapport et ces différentes propositions. En deuxième lieu, bien sûr, la Commission souhaite vous entendre sur les leçons que vous tirez sur le plan diplomatique du déclenchement de la guerre en Ukraine. En effet, alors que l'Union européenne a déjà adopté 6 séries de sanctions contre la Russie et que la perspective d'une guerre longue n'est pas écartée, vous nous direz quelle est votre analyse de la situation sur le plan politique. Y a-t-il quelques éléments qui permettent d'espérer ou de ne pas désespérer d'obtenir un jour au moins un cessez-le-feu pour que les drames humains que vous avez vous-même constatés, puisque vous êtes déjà allé à 2 reprises en Ukraine, pour qu'ils ne se prolongent pas et ne fassent pas souffrir inutilement la population ukrainienne. En particulier, alors que le conflit dure depuis bientôt 5 mois, est-ce que vous pensez, compte tenu des informations que vous avez, qu'il existe à moyen terme des perspectives de négociation entre les belligérants et bien évidemment quel rôle la diplomatie française entend-elle jouer dans ces négociations? Enfin, au-delà de la problématique des livraisons d'armes à laquelle notre commission est très attentive, puisque vous savez que nous exerçons aussi les responsabilités de commission de la défense, vous nous donnerez des éléments sur la situation humanitaire dans les zones touchées par les combats et sur l'action de la France pour financer et acheminer une aide d'urgence à ces populations. Après votre prise de parole, nous aurons des échanges avec l'ensemble de nos collègues qui, j'imagine, auront des questions pour préciser nombre de points. J'imagine que certains auront aussi des questions sur votre appréciation de la situation chez plusieurs de nos voisins européens, y compris dans les pays où vous avez représenté la France, et plus particulièrement chez nos chers amis britanniques que vous avez quittés, somme toute, il y a assez peu de temps.
Je rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et qu'elle est retransmise en direct sur le site du Sénat. Donc selon les habitudes de notre commission, la procédure, je vous propose de vous exprimer pendant un quart d'heure, 20 minutes si vous le souhaitez, enfin le temps que vous souhaitez, mais pour laisser le temps après un échange qui est toujours riche, nourri et que votre prédécesseur estimait au plus haut point. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Avec votre autorisation, je vais enlever mon masque, ce qui sera plus efficace pour vous remercier, Monsieur le Président, remercier Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs d'être là et vous dire que je suis moi aussi particulièrement heureuse de travailler avec la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, en saluant tout d'abord son président. Nous sommes déjà vus à quelques reprises, Président, mais non point dans cette formation-ci. C'est la deuxième fois que je m'exprime au Sénat depuis que le Président de la République et la Première ministre m'ont accordé leur confiance. Et je voudrais réaffirmer devant cette commission ce que j'ai pu dire dans l'hémicycle. Comme mon prédécesseur, j'aurai à cœur d'entretenir avec vous la relation de travail la plus fluide et la meilleure possible. Je vous tiendrai naturellement régulièrement informé des derniers développements sur les dossiers prioritaires de politique étrangère et je suis prête bien sûr à débattre avec vous autant que nécessaire et à vous rendre compte d'une façon générale bien sûr de notre action diplomatique. Celles et ceux d'entre vous qui me connaissent, vous faisiez allusion à mon passé, Monsieur le Président, savent que je n'ai qu'une ambition, agir au service de la France et des Français, et ce sera le cas dans ces nouvelles fonctions. Je serai, je l'espère, une interlocutrice ouverte, à l'écoute et toujours disposée au dialogue. Alors je me réjouis de trouver ou de retrouver en vous des interlocuteurs expérimentés, des interlocuteurs exigeants, que je sais extrêmement attentifs à l'actualité internationale, mais aussi à l'actualité du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, particulièrement vigilants en particulier quant aux moyens dont dispose ce ministère et à l'exécution de son budget. Nous aurons l'occasion d'y revenir. J'en viens maintenant, si vous me le permettez, comme vous m'y avez invité, à quelques sujets que je voudrais aborder avec vous à titre liminaire. D'abord, la guerre en Ukraine, qui domine encore largement l'agenda international, mais aussi notre agenda intérieur par ses répercussions de tous ordres. Avant de revenir sur quelques sujets importants du moment, il y en aurait beaucoup, mais je voudrais prendre quelques instants pour parler du Sahel et de l'Iran, si vous le permettez, avant de revenir sur la situation du ministère. L'Ukraine, tout d'abord, la guerre d'agression dont la Russie s'est rendue coupable contre l'Ukraine domine largement notre agenda. La Russie a fait le choix de ramener la guerre sur le continent européen en violant brutalement le droit international, en rompant l'ensemble de ses propres engagements. Elle met délibérément en cause les principes qui régissent notre architecture de sécurité collective depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une violation des principes de la Charte des Nations Unies, des principes fondamentaux du droit international et également du droit international humanitaire qui se déroule sous nos yeux depuis le 24 février. Et il n'y a pas, je dois le dire, il n'y a pas de justification possible aux agissements dont la Russie, je le dis clairement, est seule coupable et seule responsable. Notre approche sur le sujet a toujours été claire. Nous voulons mettre fin au conflit sans devenir belligérants. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le 24 février, nous avons consenti des efforts majeurs pour aider l'Ukraine, pour l'aider à se défendre, pour l'aider à recouvrer sa souveraineté, alors qu'elle est, depuis plusieurs mois maintenant, face à l'invasion russe. Je voudrais rappeler les 4 piliers de notre engagement. Le premier, c'est fournir à l'Ukraine un soutien politique, diplomatique, humanitaire, économique et financier, manifester notre solidarité aux autorités comme au peuple ukrainien. Et cela représente, vous le savez, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, un effort considérable à titre national pour notre pays, puisque nous en sommes d'ores et déjà à 2 milliards d'euros. D'effort national s'y ajoute du côté de l'Union européenne à laquelle nous contribuons, une assistance qui se monte d'ores et déjà également à 9 milliards d'euros, dont un déjà engagé. Nous avons
aussi participer, parce qu'il faudra penser à l'avenir, à la conférence de Lugano, début juillet, le 5 juillet, conférence qui a permis de lancer une coordination entre partenaires et de poser quelques grands principes qui devront régir la reconstruction de l'Ukraine. La France, et je veux citer là non seulement l'État, mais les collectivités locales, concentrera ses efforts, le moment venu, sur la région de Tchernihiv, avec laquelle les liens sont anciens. Le soutien à l'Ukraine, cela se traduit également, vous l'avez en tête, mais je veux le rappeler, par cette décision historique qui a été prise à l'unanimité des 27 au Conseil européen des 23 et 24 juin, d'accorder le statut de pays candidat à l'Ukraine et à la Moldavie. C'est une décision qui était exceptionnelle, le chef de l'État l'a bien dit, à circonstances exceptionnelles, décision exceptionnelle, une décision qui était nécessaire pour les peuples ukrainiens et moldaves, et une décision nécessaire aussi, je veux le souligner, pour notre propre sécurité comme pour la stabilité du continent européen. L'urgence commande d'arrimer ces pays à l'Europe sans attendre l'aboutissement du processus d'adhésion, qui ne dérogera pas aux règles habituelles. Il n'y aura pas de processus accéléré. Les critères classiques devront être remplis. Et donc, nous voulons qu'il n'y ait pas de temps d'attente, qu'il n'y ait pas de vide. Et pensons engager dès à présent des coopérations concrètes dans un certain nombre de domaines. On cite souvent l'énergie, les infrastructures, mais aussi la mobilité des jeunes, d'autres sujets peut-être. Dans le cadre de cette initiative qui a été prise par la France, qui a été reprise par l'Union européenne et qui est celle de la communauté politique européenne, s'adressant donc à l'ensemble des pays européens par la géographie, donc pas au sens Union européenne, pays européens qui, candidats ou non candidats, partagent les mêmes valeurs démocratiques. Une première réunion se tiendra sous présidence tchèque, qui a suivi la présidence française de l'Union européenne, à Prague au mois d'octobre. Le deuxième pilier de notre action, c'est d'apporter à l'Ukraine un soutien matériel et en particulier un soutien militaire, en lui fournissant des équipements, y compris des équipements létaux, qui lui permettent de se défendre, qui lui permettent de continuer à résister, voire de reprendre du terrain. J'étais hier à Bruxelles pour un conseil Affaires étrangères avec mes homologues européens, et nous avons pris à ce titre une décision importante qui est d'augmenter la facilité européenne de paix, qui est l'instrument qui permet de soutenir cet effort, d'une nouvelle tranche de 500 millions d'euros pour aider les Ukrainiens à tenir, ce qui porte à 2,5 milliards d'euros l'assistance militaire de l'Union européenne en soutien à l'Ukraine. Ce pays a besoin de nous, nous avons besoin qu'il tienne, et donc nous répondons présent. À titre national, la France prend toute sa part à cet effort collectif, même si nous soulignons moins que d'autres ce que nous faisons. Pour des raisons que chacun peut comprendre, nous avons fait le choix de ne pas communiquer sur la totalité de notre contribution militaire et certainement pas de la détailler. Ce sont des informations dont tous les camps n'ont pas besoin et que nous réservons à nos partenaires européens et alliés et surtout à notre partenaire ukrainien. Chacun a en tête, par exemple, les 12 canons César 255 d'ores et déjà livrés et les 6 autres dont le président de la République a annoncé à Kiev le 16 juin la livraison prochaine et qui sont en route, je peux vous le dire. Ce n'est qu'une illustration, encore une fois, nous faisons beaucoup d'autres choses sur le plan militaire. Troisième pilier de l'action de la France, assurer une condamnation la plus large possible au plan international des agissements russes. Nous l'avons fait tout de suite et nous avons déployé des efforts considérables pour que, aux Nations Unies, grâce à 2 votes à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'agression de la Russie soit condamnée par une très large majorité des États membres de l'ONU. Ce sont aussi les efforts que nous déployons en soutien à la Cour pénale internationale, car il ne saurait y avoir d'impunité pour les criminels de guerre. Et par ailleurs, et en complément de tout cela, l'Union européenne et 43 pays, bien sûr, donc la France parmi ces pays, ont exprimé dans une déclaration le 13 juillet leur plein soutien aux démarches engagées par l'Ukraine devant la Cour internationale de justice
autre voie de droit contre l'agression menée par la Russie. Quatrième pilier, faire comprendre à la Russie qu'elle a choisi une impasse, mais aussi asphyxier progressivement le financement de son effort de guerre. Ce sont les mesures restrictives, qu'on appelle plus communément sanctions, et qui sont des sanctions particulièrement massives, sans précédent, je dois le dire, qui sont mises en œuvre depuis le début février. 48 heures après le déclenchement de l'agression, les premières sanctions européennes ont été adoptées. Nous avons adopté 6 plus 1, devrais-je dire 7, même si on ne le baptise pas ainsi, paquets de sanctions, avec nos partenaires européens et avec nos alliés. Nous avons renforcé ces sanctions encore hier en adoptant une interdiction d'importation d'or en provenance de Russie, ce qui va priver la Russie de plusieurs milliards d'euros de revenus par an. En réalité, c'est presque 20 milliards d'exportations que la Russie faisait vers le reste du monde. Ça n'est donc pas une sanction mineure. Nous avons aussi... et ça c'est l'application d'une décision qui avait été prise en G7, nous avons aussi, toujours dans le droit fil de ce qui avait été décidé par les chefs d'État ou de gouvernement en G7, renforcé des sanctions individuelles, pris des mesures restrictives complémentaires contre un certain nombre d'individus. 55 individus de plus ont été ciblés hier. De plus, et toujours à 27, et toujours hier, nous avons renforcer les dispositifs européens permettant de mieux lutter contre le contournement des sanctions. Certains États non membres n'appliquent pas les sanctions, mais on a observé aussi par ailleurs certains contournements des sanctions, et donc il fallait y mettre un terme. Tout ceci sera effectif après l'accord politique obtenu hier, dès cette semaine, sans doute dès demain, par une décision juridique formalisée au Coreper. Donc, le message est clair, nous luttons contre tous ceux qui participent à l'effort de guerre contre l'Ukraine. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le Président, notre indépendance et donc notre sécurité a un coût. Nous ne devons pour autant céder devant aucun chantage. Et au contraire, nous mobilisons tous les leviers pour priver Vladimir Poutine de l'arme énergétique. Ça exige au plan national que nous fassions des efforts de sobriété supplémentaires. Le gouvernement en a déjà parlé et souhaitera donner l'exemple à ce titre. Le président de la République l'a longuement précisé le 14 juillet. Ça suppose aussi que nous réduisions encore la part des hydrocarbures dans notre bouquet énergétique, au profit du nucléaire, au profit des énergies renouvelables, mais aussi suppose que nous continuions à diversifier notre approvisionnement en pétrole et en gaz comme nous le faisons. Et enfin, nous avons par ailleurs un dialogue avec les pays producteurs de pétrole et de gaz pour les inciter à produire davantage, faute de quoi ils feraient le jeu de Moscou. Deuxième point, nous devons, face à ce défi et à ce défi lancé collectivement à l'Europe, renforcer notre sécurité collective. À cet égard, nous avons obtenu plusieurs avancées concrètes, particulièrement importantes au moment du sommet de l'OTAN à Madrid, fin juin. Je sais que vous avez entendu tout récemment notre représentante permanente auprès de l'Organisation de l'Atlantique Nord, Muriel Domnac, vous a présenté ces avancées, donc je serai brève sur ce point, d'autant que nous aurons un nouvel échange dès jeudi, je crois, dans l'hémicycle, puisque vous aurez à vous prononcer sur le projet de loi autorisant la ratification des 2 protocoles d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance Atlantique. Mais permettez-moi de souligner l'importance politique de ces adhésions qui ont été là aussi manifestées au moment du sommet de Madrid. Cela va renforcer notre sécurité collective, va renforcer aussi notre posture au sein de l'espace baltique et renforcer, enfin, je veux le souligner, je ne manque jamais de le souligner, la place des Européens au sein de l'Alliance Atlantique, puisque nous aurons, si le Parlement l'approuve, 2 États européens de plus au sein de l'Alliance. Ce sont donc de bonnes nouvelles pour l'Europe, bonnes nouvelles aussi pour l'OTAN et notre sécurité collective, et donc pour la sécurité des Français.
Dernier volet, enfin, de notre réponse à l'agression, parce que cette crise prend plusieurs formes et touche plusieurs secteurs. Je veux évoquer la sécurité alimentaire. Pendant des décennies, depuis les années 2000, depuis les objectifs de développement du millénaire, nous avons réussi collectivement à faire régresser le nombre de pauvres dans le monde et à faire régresser la faim dans le monde. Malheureusement, nous observons une rupture avec cette tendance. Et les chiffres de la faim dans le monde se dégradent désormais. Et se dégradent notamment parce que la Russie applique en Ukraine une stratégie dont le cynisme est total et qui nous expose au risque d'une crise alimentaire croissante, touchant de nombreux pays dans le monde, blocus de la mer Noire, destruction des infrastructures agricoles ukrainiennes, en un mot, instrumentalisation d'une potentielle famine. Et avec nos partenaires européens internationaux, à l'ONU, à l'OMC et au G7, nous sommes mobilisés. Une manœuvre est en cours, peut-être aboutira-t-elle demain, mais nous sommes encore circonspects, sous les auspices des Nations Unies, pour trouver un accord entre Nations Unies, Russie, Ukraine, Turquie, afin de trouver des solutions pour reprendre l'exportation des céréales via la mer Noire, sachant que les exportations de céréales existent par le continent, par voie routière, ferroviaire ou fluviale, mais ne suffisent pas à emporter les quantités qui seraient nécessaires. Donc nous verrons si cela peut aboutir et se concrétiser demain. Je reste prudente, tant nous avons vu ces dernières semaines la Russie ajouter quelques conditions chaque fois qu'une étape était franchie. Et puis je veux rappeler à ce titre que nous avons mis à profit notre présidence du Conseil de l'Union européenne pour lancer entre Européens une initiative qui est la mission pour la résilience alimentaire et agricole, mieux connue sous son acronyme en anglais, FARM, qui vise à relever 3 défis. Donc cette initiative est reprise désormais par l'Union européenne pour relever 3 défis: la libre circulation des denrées, ce qui requiert la transparence des marchés agricoles et l'interdiction, la prohibition de toute restriction aux exportations. On avait vu certains pays adopter des mesures restrictives et nous sommes passés par le canal de l'OMC pour avancer. Deuxièmement, la solidarité renforcée envers les pays les plus vulnérables. Nous passons par le PAM pour les aider davantage. Et le président de la République a pu annoncer, vous vous en souvenez, le doublement de la contribution de la France au programme alimentaire mondial. Et troisième pilier, l'accroissement des capacités de production agricole et alimentaire dans les pays du Sud. Des productions qui doivent être plus durables et plus résilientes, notamment bien sûr en Afrique. Nous nous appuyons pour cela sur le FIDA. Et enfin, sur ce volet, parce que nous avons voulu et réussi à le mobiliser, le secteur privé peut et doit aussi apporter sa contribution à cet effort de solidarité. Nous avons réuni avec Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, donc sous l'égide de la France, 17 entreprises qui ne sont pas uniquement des entreprises françaises, mais aussi des entreprises africaines, européennes, ou internationales, qui représentaient l'immense majorité du secteur du négoce, pour qu'elles forment, et elles l'ont fait donc le 23 juin, une coalition mondiale du secteur privé pour la sécurité alimentaire qui va apporter sa propre contribution concrète par la fourniture d'espaces de stockage, par la fourniture de matériel roulant, toute une série de dispositifs qui sont mieux à même que les États d'apporter, avec comme point d'étape un rendez-vous qui a d'ores et déjà été fixé en septembre en marge de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. C'est une action en complément de celle des États mais qui est fort utile. Je veux évoquer brièvement la situation en Afrique et particulièrement au Sahel, parce que je reviens d'un déplacement effectué au Niger avec le ministre des Armées. Nous avons effectué ce déplacement, Sébastien Lecornu et moi-même, à la demande du président de la République au Niger,
pour discuter avec les autorités de ce pays de nos coopérations futures dans tous les domaines et pas seulement dans le domaine de la sécurité et de la défense, puisque notre coopération ne doit pas avoir ce seul visage, mais avoir aussi le visage du partenariat que nous appelons de nos voeux, de l'aide au développement, de la formation, de l'éducation et de l'aide humanitaire. J'ai d'ailleurs pu signer quelques accords à ce titre et j'en ai été fort heureuse. En un mot, et pour informer votre commission, il était frappant de constater que nos homologues nigériens, et en particulier leur président, le président Bazoum, se sont montrés très inquiets pour la sécurité de leur pays, surtout après le retrait de Barkhane du Mali, mais nous ne pouvions plus rester, mais pas seulement. Les menaces sont nombreuses sur plusieurs de leurs frontières. Ils nous ont donc demandé de rester engagés militairement à leur côté. Et je veux rappeler que l'opération qui contribue sous l'autorité, sous le commandement des forces armées nigériennes à chasser les groupes terroristes armés s'effectue bien sous le commandement des forces nigériennes. Suite à l'expression des besoins que nous avons entendus la semaine dernière, nous allons établir une feuille de route et définir mieux les modalités de notre partenariat dans les semaines qui viennent. L'objectif, vous l'avez peut-être vu, est de pouvoir aboutir en septembre à une feuille de route agréée par les uns et les autres que nous présenterions à nos plus hautes autorités à ce moment-là. Et nous cherchons à associer aussi nos partenaires européens. Les autorités du Niger ont formé publiquement le vœu que quelques pays européens puissent poursuivre leur action. Certains d'entre eux sont déjà présents pour de la formation, mais au-delà de la formation, pour contribuer à ce que nous essayons de faire ensemble. Et après avoir évoqué très brièvement le Niger, je voudrais revenir sur la situation au Mali, puisque j'ai évoqué la réarticulation de notre dispositif. Le président de la République, vous le savez, a dû décider au mois de février, il l'a fait en accord avec nos partenaires européens et en accord avec nos partenaires africains, a dû décider de retirer nos forces. Nous étions présents au Mali à la demande des autorités du Mali, dès lors que les nouvelles autorités, issues d'un double coup d'État, ne souhaitaient plus la présence française. Il fallait en tenir compte. Retirer nos forces, ce retrait est en cours, il se déroule convenablement et il se déroule selon le calendrier prévu. Je veux dire par là que nous devrions avoir achevé à la fin de l'été. C'est un choix bien sûr qui marque un tournant, qui aura des conséquences. Mais je veux ajouter que pour autant, nous n'avons pas abandonné notre action au Sahel. Je parlais du Niger, mais il y aurait d'autres exemples. Et pour ce qui concerne le Mali, nous maintenons notre pression. Nous avons suspendu tous nos financements. Tous les financements qui transitent par les autorités maliennes ont été suspendus. Seuls les financements humanitaires qui vont directement à des projets de développement et dont nous sommes certains qu'ils bénéficient exclusivement aux populations et à ce projet ont été maintenus. La plupart des bailleurs internationaux, d'ailleurs, ont fait de même. Il y avait trop de détournements et donc il fallait recentrer toute notre aide. Nous l'avons fait. Le dernier élément sur ce difficile dossier est que le 3 juillet, l'organisation régionale qui est la CEDEAO a décidé à la fois d'un calendrier de la transition pour le retour vers des élections et d'une levée partielle des sanctions. Le Mali reste exclu de l'organisation. Des engagements ont été pris dont il faudra que les membres de la CEDEAO vérifient qu'ils sont bien tenus étape par étape comme prévu dans leur accord. Et les sanctions économiques et financières, commerciales, si elles ont été levées, ne signifient pas que toutes les sanctions des partenaires africains du Mali ont été levées. Les sanctions individuelles demeurent. Elles visent 150 personnalités et bien sûr ciblent essentiellement la junte. Et je rappelle évidemment, ça va de soi, que la France et l'Union européenne ont pour leur part maintenu les sanctions qui avaient été adoptées après les coups d'État.
Au-delà de ça, vous avez entendu le président de la République, vous avez entendu Madame la Première ministre pendant sa déclaration de politique générale. La France souhaite renouveler en profondeur sa relation à l'Afrique, notamment en s'adressant désormais davantage à la jeunesse africaine, en s'adressant davantage aux sociétés civiles, dans le droit fil de la politique qu'avait présenté et exposé en détail le président de la République dans son discours de Ouagadougou de 2017, mais aussi dans ce que nous avons fait avec les sociétés civiles africaines lors du sommet Afrique-France de Montpellier en 2021. Et à ce titre, nous travaillons à deux chantiers concrets en particulier, que je veux citer, une maison des mondes africains en France, qui sera un lieu de référence pour la création contemporaine. Ce n'est pas un musée que nous ambitionnons de faire, mais un lieu de création. Et puis un fonds d'innovation pour la démocratie, pour soutenir des projets concrets, pour soutenir la recherche aussi dans ce domaine sur le continent africain. Je termine en rappelant que nous ne sommes pas seuls à nous soucier des différentes situations difficiles qui se présentent en Afrique et de la situation de l'Afrique en règle générale. Nous avons convaincu nos partenaires européens de la nécessité de s'y impliquer, car il en va bien évidemment aussi de la sécurité des autres pays européens et pas seulement de la France. Nous avons pu, sous notre présidence française du Conseil de l'Union européenne, en février dernier, réunir un sommet Union européenne-Union africaine. C'était une étape importante de la refondation et de l'européanisation, si je puis dire, de ce partenariat de continent à continent qui me semble indispensable dans tous les domaines et pas seulement dans le domaine de la sécurité. Quelques mots sur l'Iran, sans trop prolonger ces propos liminaires, Monsieur le Président, parce que la situation est extrêmement grave également et parce que le temps est compté. Pour résumer un dossier qui dure depuis de très longues années et des négociations qui durent depuis de très longues années également, un accord avait pratiquement été conclu entre négociateurs au mois de mars dernier et donc sur la table. C'est ce qu'on appelle l'accord qui permettrait le retour au JCPOA, qui est le résultat de très longues et difficiles négociations, d'années en réalité d'efforts diplomatiques avec nos partenaires du P3 et avec l'Union européenne. Nous avons été motivés par une conviction forte qui est que l'accession de l'Iran au nucléaire militaire créerait évidemment une véritable crise régionale. Les pays de la région avec lesquels nous nous entretenons sont particulièrement inquiets de cette perspective, mais ça mettrait aussi en danger le régime de non-prolifération dans le monde et accroîtrait vraisemblablement aussi le risque d'un potentiel conflit nucléaire, toute chose que nous ne devons pas voir arriver. À l'inverse, le retour de l'Iran au JCPOA permettrait à ce pays de sortir de l'isolement politique, mais aussi de l'isolement économique, avec un mécanisme de levée progressive et contrôlée des sanctions, et répondrait, j'en suis convaincue, également aux aspirations de la population iranienne, qui ne trouve pas toujours à s'exprimer, puisque les processus de décision sont particulièrement opaques dans ce pays. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes près du moment où il n'y aura plus de retour en arrière possible. Nous avons fait beaucoup d'efforts, nous avons fait preuve d'une très grande patience, mais la situation actuelle n'est plus tenable. L'Iran multiplie les processus dilatoires et on connaît son talent à le faire. Il poursuit le démantèlement des dispositifs de suivi de l'AIEA, donc les activités nucléaires de l'Iran ne sont plus contrôlées comme elles devraient l'être, et donc nous n'avons pas les vérifications qui devraient être faites. Tout récemment, au mois de juin, nous avions réussi à réengager des négociations, certes indirectes, mais des négociations entre Iraniens et Américains, négociations qui se sont tenues à Doha et qui ont été malheureusement marquées par un recul dans les positions iraniennes qui demandent une série de choses nouvelles. Et parallèlement à tout ça, le programme nucléaire iranien continue de se développer. C'est une situation grave. Un accord permettrait de retarder, et il ne serait pas
miraculeux sans doute et ne résoudrait pas tous les problèmes régionaux, mais il permettrait de retarder significativement le franchissement par l'Iran du seuil nucléaire, qui serait gravissime. Le JCPOA conserve un intérêt, chaque jour un peu moins pourrait-on dire, puisque l'Iran poursuit ses progrès et se rapproche du seuil nucléaire, mais nous sommes convaincus qu'il y a un espace qui reste ouvert pour peu de temps. Et nous disons à l'Iran, je l'ai fait moi-même auprès de mon collègue, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, que le temps est compté. Nous lui disons qu'il n'y aura pas de meilleur accord sur la table, aucun autre accord ne sera négocié. Chacun peut comprendre par ailleurs que les perspectives des élections de mi-mandat aux États-Unis d'Amérique ne permettront pas aux États-Unis de faire d'autres pas, quand bien même ils le voudraient. Donc le message est simple, l'Iran ferait une grave erreur en pensant qu'il pourra obtenir un meilleur accord, ça n'est pas le cas. Et s'il attendait, il n'y aura tout simplement plus d'accord sur la table. Je veux évoquer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, puisque vous l'avez fait, Président, mais j'y reviendrai certainement plus en détail dans les questions, la situation qui est celle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez consacré de récents travaux, vous avez consacré une conférence de presse ce matin. Alors vous le savez, et ça n'est pas un événement banal, parce que je crois que notre maison n'est pas coutumière des mouvements de grève, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Quai d'Orsay a connu un mouvement de grève le 2 juin dernier. C'est une mobilisation qui est inhabituelle, dont je mesure toute la portée et dont, au-delà de moi, le gouvernement mesure toute la portée. Elle est évidemment révélatrice d'un malaise, et d'un malaise qui touche notre administration centrale comme nos postes à l'étranger, mais révélatrice, je le crois profondément, au-delà de ce malaise, d'un décalage croissant au fil des années, et dirais-je même au fil des dizaines d'années, qui ont vu les missions confiées à ce ministère être toujours plus nombreuses, parce qu'un certain nombre de questions globales n'existaient pas tout simplement il y a une génération, parce que nous ne nous occupions pas de la pandémie comme nous l'avons fait depuis 2 ans, parce que les négociations climatiques ont pris de l'importance, parce que le thème de la biodiversité n'a été introduit que récemment dans la vie internationale, sous l'égide de la France d'ailleurs. Donc les missions sont sans cesse croissantes, les besoins de nos compatriotes à l'étranger demeurent, et face à cela, les moyens budgétaires, les moyens humains, jusqu'au coup d'arrêt que, grâce à la représentation nationale, mon prédécesseur Jean-Yves Le Drian, et je veux à la fois remercier la représentation nationale et rendre hommage à Jean-Yves Le Drian, permettent de donner un coup d'arrêt, mais un coup d'arrêt qui ne permet pas de remonter ce que nous avions perdu au fil des années. C'est cela, je pense, le sens du mouvement. Les agents de ce ministère, un ministère auquel j'ai consacré l'essentiel de ma vie professionnelle, auquel je dévoue l'essentiel de mon activité, plus qu'à plein temps, depuis maintenant 2 mois. Ce sont des agents qui ont le sens du service public. Ils l'ont chevillé au corps. C'est un engagement que de servir le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ils l'ont montré d'ailleurs, ils l'ont montré depuis 2 ans avec la pandémie. Faire revenir des Français qui étaient à l'étranger, qui ne parvenaient pas à revenir. Ils ont été des centaines de milliers, vous le savez. Leur fournir des vaccins lorsqu'ils n'en avaient pas. Évacuer nos compatriotes d'Afghanistan. Les évacuer d'Ukraine plus récemment. Et donc je veux vous remercier, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs qui avez fait ce rapport. Vous avez parfaitement dit que servir cette maison, c'est avoir l'engagement d'une vie. Les agents du ministère, ils sont très sensibles. Je le suis aussi. Alors, dans ce contexte qui ne tient pas qu'à une réforme, mais qui tient à cette prise en tenaille désormais entre nos moyens et nos missions. Il m'est apparu fondamental de réagir, y compris à mon niveau. Donc j'ai écouté tout de suite les agents et renoué le dialogue. Je poursuivrai. Je me suis entretenue avec les organisations syndicales, bien évidemment, elles sont représentatives, mais aussi avec les représentants des grévistes. Je les ai reçus dès le 7 juin.
donc au lendemain de la grève. Mais j'ai aussi profité de la tenue du comité technique ministériel du premier semestre pour poursuivre le dialogue et la concertation le 21 juin. Et ce dialogue, si on veut qu'il fonctionne, il faut le poursuivre en travaillant dans 3 directions. Mettre en œuvre la réforme de la haute fonction publique au Quai d'Orsay. C'est une réforme de la haute fonction publique qui a été faite et qui ne singularise pas le Quai d'Orsay. Notre maison pense à elle, c'est bien normal, mais elle n'est pas singularisée et je me suis employée à le lui dire. Il faut donc expliquer mieux la réforme, expliquer aussi ce qu'elle représente d'opportunités, car c'est le cas, il y a également des opportunités pour les agents, et expliquer mieux, détailler mieux les garanties qui ont été obtenues par mon prédécesseur, Jean-Yves Le Drian, sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets importants, structurants pour notre diplomatie, les concours, les carrières, le droit d'option, le pouvoir de nomination. Souvent, ces garanties sont un peu passées sous silence ou ne sont pas appréciées à hauteur de ce qu'elles représentent parce qu'aucun autre ministère n'a obtenu de telles garanties. Et il y a eu, pour tout vous dire, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, également quelques contre-vérités. La mise en extinction des 2 corps des ministres et de conseillers des Affaires étrangères ne signifie pas l'extinction des métiers et ne signifie pas l'extinction des carrières. Nous avons obtenu, au contraire, Jean-Yves Le Drian a obtenu que les agents qui servent ce ministère puissent continuer d'y exercer leur carrière tout le temps, s'ils le souhaitent. Nous avons aussi maintenu le concours d'Orient. Il sera donc possible, et c'était nécessaire, de recruter des spécialistes de zones sensibles. J'ai évoqué quelques-uns des dossiers qui nous occupent et qui troublent la vie internationale. On voit bien que ces spécialités restent tout à fait indispensables. Et puis, d'une façon générale, avoir des compétences multiples, avoir des agents aux talents divers, ça fait partie de ce qui fait la force de notre diplomatie. Vous avez bien voulu me rappeler, Monsieur le Président, qu'elle était une des meilleures au monde. La deuxième direction, et nous allons avoir notre discussion budgétaire bientôt, c'est qu'il faut réarmer ce ministère en termes budgétaires et surtout en termes d'emploi. L'enjeu est capital. On pourra citer des tas de chiffres dans nos conversations avec le ministère du Budget, avec un certain nombre de nos collègues, avec la Première ministre ou même parfois avec le Président de la République. Chacun peut trouver des chiffres à l'appui de sa démonstration. Mais je n'en retiendrai qu'un. En 15 ans, et à périmètre constant. C'est important parce que les évolutions des périmètres dans le passé peuvent conduire à des effets d'optique fâcheux. À périmètre constant, ce ministère a perdu plus de 18% de ses effectifs, alors que les effectifs de l'État restaient globalement stables. Moins 18% de ses effectifs. Comment les agents de mon ministère pourraient-ils assurer des fonctions plus nombreuses, plus importantes, plus critiques, souvent avec tant de personnel en moins. Ils l'ont fait, et encore une fois, il faut leur rendre hommage parce que nous avons assuré ce service, y compris dans les crises, et chaque fois qu'il le fallait, vous voyez que le comportement des diplomates est exemplaire. Et des agents, même lorsqu'ils ne sont pas diplomates, sont exemplaires. Mais d'autres ministères n'ont pas fait cet effort. D'autres même, et je voudrais rappeler que nous sommes un ministère dit régalien, et je vais prendre des points de comparaison avec les ministères régaliens, ont vu leurs moyens et leurs effectifs augmenter. Les armées l'ont fait, et c'était nécessaire. La justice l'a fait, et c'était nécessaire. La DGSE l'a fait, et c'était nécessaire. Pourrions trouver d'autres exemples. Nous avons fait, année après année, des efforts tels que ça nous amène aujourd'hui à la situation que vous avez soulignée, à la situation qui est l'objet de votre rapport, et qu'il faut dépasser en sortant par le haut, comme on dit, en suivant les 3 directions que je recommande. Celle-ci était la deuxième. Elle est importante et j'espère que dans la discussion budgétaire qui s'annonce, je pourrai compter sur la bienveillance et même sur l'appui de la représentation parlementaire. Désolé.
Une nouvelle crise s'ouvre. Troisième direction, merci beaucoup Emmanuel. Vous en avez entendu parler puisque vous êtes en contact avec les agents de notre ministère et en particulier avec les agents qui ont fait grève, qui se sont exprimés. Les assises ou les états généraux de la diplomatie. C'est une idée que j'ai faite mienne, qu'il faut maintenant que nous mettions en œuvre, parce qu'il faut réfléchir au-delà de la technique, la consolidation des garanties, au-delà des questions de budget et d'emploi. Il faut réfléchir à l'outil diplomatique dont la France et les Français ont besoin dans le monde d'aujourd'hui. Le dernier livre blanc remonte à 2008. Je me souviens d'avoir eu l'honneur de participer au travail qui avait été fait par le ministère sous l'égide d'Alain Juppé et de Louis Schweitzer. 2008, c'est déjà un peu loin derrière nous. Le monde a beaucoup changé et pour tout dire, il ne s'est pas simplifié. Et je pense que cet exercice non seulement serait nécessaire compte tenu du malaise qui s'est exprimé le 2 juin, ou même avant le 2 juin, et traduit par cette grève du 2 juin, mais il est indispensable, il est salutaire, il est nécessaire pour nous tous. Je voudrais vous dire que nous aurons dans cet exercice besoin de votre regard, besoin de votre approche. Et donc je serai heureuse de vous consulter, de vous associer à ce travail de fond si vous souhaitez vous-même être partie prenante. Sur le point particulier d'une des propositions que vous avez faites et que vous avez évoquées en introduction, Monsieur le Président, tout en précisant que je n'ai pas pu encore prendre connaissance aujourd'hui de votre rapport, qui est celui d'un avis que donnerait ou que pourraient donner les commissions des affaires étrangères, de la défense et des forces armées pour ce qui concerne le Sénat, des deux assemblées sur les nominations d'ambassadeurs. Je prends note de votre proposition, je vous en remercie. Elle posera, avant même toute réflexion sur une question d'opportunité, elle posera une question de faisabilité juridique. J'aurai donc besoin de l'expertiser dans le détail et je me propose de revenir vers vous, bien évidemment. Comptez sur moi, je le ferai. Voilà, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le Président, je veux saluer la contribution qui est la vôtre au travail diplomatique de la France, une contribution toujours amicale, exigeante, vigilante, comme il se doit, et je compte bien poursuivre en confiance ce travail avec vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Merci de ces premières analyses, à la fois sur la situation internationale et en réponse au travail que nous venons de faire sur le corps diplomatique. Vous l'avons dit à plusieurs reprises, notre volonté, et je pense que c'est évidemment la vôtre, c'est de vous donner bien évidemment les moyens d'assumer les missions qui vous sont confiées. Sans plus attendre, parce que j'ai une liste très impressionnante de collègues qui veulent intervenir. Donc, j'ai déjà donné la parole à André Vallini, qui a rapporté ce plan. Puis après, on va essayer de concentrer un peu nos pensées, de ne pas... Ah, oui, nous prenons les noms, Allez, allons-y, André. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous êtes une diplomate chevronnée. Vous avez servi dans des postes prestigieux à Rome, à Londres. Vous avez été déjà au gouvernement, chargé des affaires européennes. Et vous savez mieux que quiconque que la voix de la France est attendue sur la scène internationale, que son rôle n'est pas n'importe quel rôle, et que pour jouer ce rôle, la France a besoin de diplomates professionnels, aguerris, expérimentés. J'ajoute, et vous l'avez laissé entendre d'ailleurs, que être diplomate correspond souvent à une vocation qu'on a assez jeune, dès l'adolescence. Et je suis frappé, moi, depuis que je m'occupe d'affaires internationales, comme mes collègues, de voir à quel point les diplomates aiment leur métier et qu'ils n'ont jamais envisagé d'en faire un autre. Alors à partir de là, vous l'avez dit vous-même, cette réforme n'est pas comprise, elle est même rejetée par les personnels du Quai d'Orsay. On avance parfois l'argument pour défendre la réforme qu'elle serait nécessaire pour ouvrir le corps, pour sortir de l'entre-soi. Or, j'ai des chiffres qui montrent qu'il n'y a pas d'entre-soi, que le corps est déjà ouvert. 20% de l'encadrement n'est pas issu du corps diplomatique au Quai d'Orsay. Et en 2019, 19% des emplois d'ambassadeurs étaient occupés par des personnes en détachement ou intégrés au MAE. Donc cette réforme est inutile pour sortir de l'entre-soi, il n'existe pas, et puis surtout elle est dangereuse, le président Cambon l'a dit tout à l'heure, les crises se succèdent, il y a la guerre en Ukraine, les défis migratoires, climatiques, économiques sont nombreux,
Et face à tous ces défis, nous avons besoin d'une véritable diplomatie professionnelle. Or, avec la réforme dont nous parlons, qui peut garantir que demain, un préfet, même si c'est un très bon préfet ou un sous-préfet ou un haut fonctionnaire de Bercy ou des affaires sociales, sera à même d'être un bon ambassadeur? Personne ne peut le garantir et tout le monde peut même en douter. Voilà pourquoi, Madame la Ministre, dans notre rapport, nous présentons des suggestions d'amendement de la réforme et qu'avant tout, nous souhaitons qu'elle soit suspendue le temps d'organiser les États généraux dont vous avez parlé. Monsieur le sénateur Vallini, vous avez voulu souligner que la voix de la France est attendue, je le crois aussi. Merci également d'avoir souligné que le ministère des Affaires étrangères est un ministère ouvert. Il est peut-être plus que d'autres. Je crois qu'il est bon que ça se sache. Pour ma part, j'ai voulu, peut-être vous en souvenez-vous, souligner que dans la réforme, il y avait également des opportunités. En termes plus administratifs, je dirais qu'il y a des mobilités entrantes, mais qu'il y a aussi des mobilités sortantes, qui n'est pas le point fort que nous avons jusqu'ici développé dans la culture de notre ministère. La réforme permettra en réalité de renforcer cette mobilité. Elle permettra aux diplomates, et j'y serai attentif, d'aller également ailleurs et donc de rayonner et de porter un certain nombre de valeurs et de donner peut-être plus de poids au ministère des Affaires étrangères dans l'interministériel. Nous ne le faisons pas assez. Nous sommes souvent accueillants pour les collègues, nous avons besoin de leur talent, de leurs compétences, mais nous n'allons pas suffisamment rayonner à l'extérieur de ce ministère. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas assez de diplomates dans les préfectures ou dans les rectorats. Il y en a quelques-uns avec les conseillers diplomatiques des préfets ou des préfets de région. Il y en a trop peu. Il y en a trop peu dans les rectorats, alors que j'ai je ne suis plus diplomate, quelques excellents collègues ambassadeurs qui sont des recteurs, deux d'entre eux en Autriche et dans un pays voisin. Donc il y a beaucoup d'administrations qui sont trop fermées, la nôtre est ouverte, elle doit bénéficier grâce à cette réforme de la haute fonction publique qui ne touche pas que le Quai d'Orsay et loin de là, d'un certain nombre de mobilités sortantes. Et puis au bout du bout, que vous dire, c'est l'excellence des diplomates qui fera la différence. S'ils sont bons et sont capables de le démontrer à l'extérieur, moi je ne suis pas inquiète dans leur capacité à être accueillis ailleurs. En tout cas, c'est une opportunité nouvelle permise par la réforme qui n'existait pas précédemment. Le pouvoir de nomination du chef de l'État, lui, n'a pas été modifié. Et donc le cas de figure que vous évoquez a toujours été possible. Il le reste. Il sera... pour ce qui concerne des agents diplomatiques de moindre rang que le rang d'ambassadeur, encadré désormais davantage qu'il ne l'est, puisqu'il faudra passer par ce processus d'un panel et de vérification des compétences. Dernier point, Monsieur le Sénateur, vous avez évoqué, comme les grévistes le font parfois, la suspension de cette réforme. Je vais être honnête avec vous, comme je l'ai été avec eux. Il ne saurait y avoir de suspension de la réforme, puisque la réforme est achevée. Elle repose sur une ordonnance et des décrets, dont le décret qui a fait beaucoup parler de lui, qui est celui du 16 avril. C'est un paradoxe d'ailleurs qu'il ait fait parler autant de lui en termes négatifs, alors que c'est lui qui inscrit dans notre ordre réglementaire les garanties qui ont été obtenues par Jean-Yves Le Drian. Monsieur le sénateur Sido, sur le vote des étrangers, des Français à l'étranger, il y a eu des difficultés en Chine, c'est vrai. Je m'en suis entretenue moi-même avec mon homologue chinois lors du premier entretien que j'ai eu avec lui. Depuis, la situation s'est un tout petit peu détendue, mais il était anormal que nos compatriotes ne puissent pas exercer leur droit démocratique de vote. Je le lui ai dit de la façon la plus claire. Pour le reste, nous avons une appréciation positive du vote par Internet. Le bilan est très positif, non seulement aux yeux de la ministre, mais aux yeux des Français qui en ont bénéficié, puisque nous avons une note moyenne de 8,9 sur 10,
lorsque nous avons consulté nos compatriotes sur ce qu'ils pensaient de ce dispositif qui était nouveau, alors qui a connu quelques heures, je dis quelques heures plutôt que quelques ratés, parce que personne ou pratiquement personne n'a été empêché de voter. Les quelques incidents techniques, par exemple la coupure de réseau, a été réparée au bout de quelques heures, ne s'est pas reproduite. Pour le second tour, nous n'avons eu aucun incident technique, ce qui est assez remarquable pour une première. C'était une première. Et puis positif aussi par le résultat qu'il a permis. Vous avez bien voulu le rappeler, monsieur le sénateur, les 3/4 et même plus des 3/4 des suffrages qui se sont exprimés grâce par les Français de l'étranger ont été réalisés grâce à ce vote électronique. Donc bilan positif, ce qui me permet de répondre à votre dernière question. Oui, nous songeons, il faudra revérifier si toutes les conditions techniques sont réunies, mais nous songeons à développer le vote par Internet pour les différents scrutins pour les Français de l'étranger. Monsieur le sénateur Todeschini, vous avez parlé de l'Afrique et de l'Ukraine. Sur l'Afrique, la situation n'était pas mauvaise, mais la situation a évolué. Lorsque nous sommes intervenus en 2013, je le disais brièvement dans mon propos liminaire, nous sommes intervenus à la demande du Mali. Nous avons endigué la progression terroriste, ça ne fait aucun doute. La situation a évolué. Il y a eu un double coup d'État. Il y a désormais une junte qui s'enferme sur elle-même et qui ne doit sa survie qu'à la présence de mercenaires étrangers qui, par ailleurs, se manifestent plus par les exactions qu'ils commettent que par leur talent à lutter contre les groupes terroristes armés. Il faut donc réarticuler. C'était indispensable dès lors que les autorités, fût-elles des autorités de fait, considéraient que nous n'étions plus bienvenus au Mali. Je tiens à ajouter, je l'ai dit de façon trop laconique tout à l'heure, que la réarticulation du dispositif français au Mali se passe bien. Et pour qu'elle se passe bien, il faut que ça se passe en coordination avec les forces armées maliennes. Donc dans cette manœuvre de repli, les choses se passent bien. Nous tenons le calendrier. Nous espérons pouvoir finir avant la fin de l'été. En revanche, sur le plan politique, très clairement, je l'ai dit d'un mot, nos relations sont particulièrement limitées avec la junte malienne et il est nécessaire qu'il en soit ainsi. Vous avez parlé de l'Ukraine. Nous avons non seulement livré des Césars qui font la preuve de leur efficacité jour après jour, si vous le voyez sur les réseaux sociaux qu'utilisent beaucoup les autorités militaires ukrainiennes, mais nous avons livré depuis le début des équipements de protection. Nous allons livrer des véhicules de l'avant blindé permettant aux combattants ukrainiens d'aller au-devant plus en sécurité. Nous livrons des munitions. Je ne détaillerai pas ce qui a été fait parce qu'il ne m'appartient pas de le faire, mais je veux vous rassurer, ça n'est évidemment pas uniquement la fourniture des canons César de 155, quelle que soit leur efficacité, qui constitue l'axe principal de notre effort. Nous livrons des munitions, parce qu'une fois que les munitions sont tirées, il faut les remplacer. Et je voudrais vous rassurer également, il y a un processus de coordination entre Européens et d'une façon générale entre alliés, dans un format qui prend le nom de Ramstein, parce que ça se déroule sur cette base de Ramstein, même si ça n'est pas l'OTAN qui coordonnent, mais les alliés et européens qui se coordonnent entre eux. Chacun fait, monsieur le sénateur, à la hauteur non seulement des demandes qu'il reçoit, et nous recevons régulièrement des demandes très précises de la part des autorités ukrainiennes, mais à la hauteur de ses capacités et de façon coordonnée. Madame la sénatrice Carlotti, vous avez parlé du Mali et du Niger essentiellement en regrettant que le pilier développement n'ait pas été suffisamment développé ou suffisamment efficace au Mali. C'est vrai, mais encore une fois, il y a une situation à laquelle nous avons dû faire face. Ce n'est pas nous qui avons fait un coup d'État ni un double coup d'État.
qui a fait que les efforts qu'il aurait fallu faire et qu'il aurait fallu que les autorités de ce pays fassent elles-mêmes avec notre aide n'ont pas été faits, ce qui conduit à la situation actuelle. L'éducation reste pour nous une priorité, l'éducation des jeunes filles prioritairement, l'aide alimentaire, nous avons pu signer un certain nombre d'accords là-dessus au Niger, donc c'est ceci qui va constituer la nouvelle politique africaine de la France en complément des accords de sécurité et de défense lorsqu'il y en aura. Vous avez parlé du criblage et je veux vous répondre très vite. Un travail énorme a été fait à votre demande et sur le fondement de la loi du 4 août 2021. Travail guidé par une seule volonté qui est de faciliter le travail des ONG pour réduire le plus possible les obligations de criblage des bénéficiaires finaux. Il sera poursuivi. Merci Président. Je vais revenir rapidement sur le Mali. Vous nous avez dit, Madame la Ministre, qu'il y avait une feuille de route qui était envisagée donc au Niger. Rappelons-nous qu'il y a eu 2 coups d'État au Mali sans que nous les voyions venir. Or, nos soldats aujourd'hui qui ont payé le prix du sang se retirent avec un risque majeur, c'est que des attentats soient commis au moment du retrait et avec les conséquences bien sûr que cela peut avoir. Pensez-vous que les moyens précédents et actuels donnés à la DGS au Mali ont été et sont suffisants? Deuxième point, s'agissant de la Grande-Bretagne. Boris Johnson a été remercié, les relations avec lui étaient très tumultueuses. Pensez-vous que son retrait peut être bénéfique dans le cadre des relations franco-britanniques, et notamment avec les conséquences d'une meilleure application, en tout cas plus honnête, de ce qui avait été décidé au moment du Brexit? Voilà, simplement votre point de vue là-dessus. Merci Yannick. Olivier Cadic. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, les membres du groupe Union Centriste se réjouissent sincèrement de votre nomination et nous vous souhaitons une pleine réussite dans l'accomplissement de votre mission. La présidence française de l'Union européenne qui s'est achevée il y a 3 semaines a été remarquée et remarquable. Nous voudrions saluer l'engagement de la France et de l'Union européenne en faveur de l'Ukraine et de son peuple depuis le début de l'agression russe. Vous avez mentionné l'adoption de sanctions européennes hier pour bloquer l'importation d'or en provenance de Russie. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, la Banque centrale de Russie a plus que doublé la part d'or dans ses réserves. Elles sont passées de 8,9% à 21,7%. Cela s'est fait au détriment de la part des devises américaines et européennes. Dans le même temps, la Russie a passé des accords pour extraire de l'or au Soudan, en République centrafricaine et au Mali. Le groupe Wagner sévit de manière sinistre dans ces 3 pays. Avez-vous prévu une action diplomatique pour freiner l'activité russe en matière minière avec ces 3 pays? Madame la Ministre, vous avez une fine connaissance du réseau diplomatique et consulaire et connaissez ses défis. Vous le démontrez encore par vos propos suite à la réforme du corps diplomatique. Vous avez rappelé la perte de plus de 18% des effectifs du ministère en 15 ans. L'exercice budgétaire fait souvent apparaître le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères comme une simple structure de coûts à maîtriser et à réduire. On oublie totalement les ressources engrangées grâce à ces ETP. Un agent du service Visa produit 4 fois plus de revenus que son coût. Chacun de ces agents fait gagner de l'argent à la France. À titre d'exemple, parlons d'un poste que vous connaissez parfaitement, Londres. 8,5 millions d'euros de revenus en droit de chancellerie de visa en 2019. 6 millions d'euros encaissés depuis le début de l'année. Les consulats ne doivent pas être vus comme des structures de coûts, mais plutôt comme des structures de profit qu'il convient de développer. Ils fournissent un service public attendu par nos ressortissants qui peinent actuellement à obtenir des rendez-vous pour avoir ou faire renouveler leur passeport. Je partage votre avis sur l'action bénéfique de votre prédécesseur Jean-Yves Le Drian qui a su mettre un terme à l'érosion des moyens ces dernières années, mais l'heure est peut-être venue de revoir l'ensemble du dispositif pour recréer un nouvel élan. Que pensez-vous de l'idée d'une loi de programmation consulaire afin de donner une nouvelle perspective à ce réseau ? Je ne vous questionnerai pas sur la réforme du Quai d'Orsay.
comme vous l'avez dit, elle est passée quand même par ordonnance. Le décret a été publié le week-end de Pâques et je pense qu'une meilleure concertation aurait débouché sur un contenu peut-être plus acceptable et accepté par tout le monde. Je ne questionnerai pas non plus sur les Français de l'étranger, puisque je crois que nous aurons l'occasion lors du débat budgétaire, en effet, de vous présenter des amendements, ce que nous faisons chaque année, non pas pour être désagréable avec le gouvernement, mais pour montrer à chaque fois que vraiment ce ministère souffre terriblement depuis des années. En effet, vous avez très bien décrit la situation aujourd'hui et nous avons besoin peut-être de plus de moyens ou, comme le dit mon collègue Olivier Cadic, d'une réflexion de fond, à savoir en effet quelles sont les missions aujourd'hui qui reviennent aux diplomates et est-ce qu'on peut continuer à augmenter leur nombre tout en réduisant les moyens financiers et humains. Je voudrais simplement vous poser une question sur l'Afrique pour revenir à votre déplacement au Niger avec votre collègue ministre de la Défense. Je crois que le président du Niger, en effet, fait preuve d'une grande lucidité quant aux problèmes sécuritaires de son pays. Il n'est pas le seul. Je crois que c'est toute cette partie de l'Afrique aujourd'hui qui est en souffrance. Et c'est vrai que si, en effet, nous avons besoin d'une politique 3D plus équilibrée en matière de développement, il me semble qu'il y a un élément pernicieux auquel nous devons répondre. Et je ne sais pas si votre ministère, en tout cas il n'en est pas équipé aujourd'hui, ne devrait pas mener une réflexion et voir comment nous pouvons répondre à la propagande anti-française. Celle-ci, aujourd'hui, touche par les réseaux sociaux une population jeune à laquelle nous ne savons pas répondre. Nous ne sommes pas équipés, en tout cas les ambassadeurs ne le sont pas en poste, de pouvoir répondre rapidement et utilement à celle-ci. Et nous sommes toujours en décalage. Donc je pense que nous avons vraiment besoin aujourd'hui de nous équiper. Peut-être y avez-vous déjà réfléchi, peut-être que le ministère a une cellule en place que nous ne connaissons pas, mais il faut vraiment agir sur ce plan-là parce que je crois que nous sommes en train de perdre une grande partie de la population. Sur le Royaume-Uni, est-ce que le retrait de Boris Johnson, non encore effectif, bénéficiera à nos relations? J'en forme le vœu, évidemment, hein, je veux l'espérer. Il m'est même arrivé, je crois, d'en former le vœu publiquement, en soulignant que ce serait nécessaire, que c'est possible, parce que la situation actuelle ne permet pas à nos pays d'assumer leur rôle à la hauteur de ce que doit être leur responsabilité dans le monde. Est-ce que ce vœu sera exaucé? Je ne saurais le dire, puisque nous ne sommes pour le moment que dans une phase préparatoire à la succession de M. Johnson, qui est la phase d'une campagne électorale menée au sein du Parti conservateur, avec un premier temps au sein des députés actuellement élus, et que ça se prête plus, me semble-t-il, à la surenchère qu'à la construction de meilleures relations avec l'Union européenne ou avec la France. Donc il faudra attendre le second temps pour que je puisse vous répondre. Monsieur le sénateur Cadic, sur les manœuvres russes pour s'implanter plus durablement en Afrique, nous les voyons, nous les dénonçons. Je crois que la France est l'un des pays qui a été les plus clairs à ce sujet, y compris pour éclairer peut-être un certain nombre de nos partenaires, voire même certains partenaires africains, pour que les sirènes ne chantent pas trop doucement à leurs oreilles. Pour ce qui concerne l'or, je reviendrai vers vous parce que je ne sais pas ce qui a été fait ou ce qui peut être fait dans des circonstances où les milices de Wagner agissent comme des prédateurs. Sur la question de nos consulats, merci d'avoir souligné ce qu'a porté le ministère. Je ne le vois pas comme une structure de profit, nous ne sommes pas encore dans le secteur privé, mais néanmoins il est bon de souligner que la diplomatie ne coûte pas tout chaud, parfois même elle rapporte, et il en va de même des consulats. Et puis nous assurons avant tout le service public que nous devons assurer pour les Français, qu'ils vivent à l'étranger ou qu'ils soient de passage. Alors une loi de programmation consulaire, pourquoi pas? Nous verrons ce que donnent les états généraux, les réflexions que nous mènerons cet automne. Donc je ne veux pas préjuger de leurs résultats. Je suis ouverte à toute option. On peut regarder avec tentation, en tout cas avec envie,
les lois de programmation qui existent dans le domaine militaire, qui sont promises dans le domaine de la justice. Donc, pourquoi pas en matière consulaire et diplomatique. Je crois que s'il devait y en avoir une, il ne faudrait pas la limiter au champ consulaire, tout en soulignant, Monsieur le Sénateur, vous le savez, que dans le retard qui a été pris par nombre de nos ambassades et consulats, une partie est due au sous-effectif et une partie est due tout simplement à la pandémie qui nous a conduit à réduire la voilure pendant les moments de confinement. Ils ont été nombreux et longs pour ce qui concerne le Royaume-Uni. Monsieur le sénateur, vous avez posé la question du mouvement et observé à juste titre que nous sommes d'ores et déjà le 19 juillet. Croyez bien que j'ai travaillé sans relâche depuis le premier jour, je dis bien depuis le premier jour, avec début juin, quelques nominations qui ont pu passer. Et depuis, parce que ces nominations doivent passer en Conseil des ministres, donc l'accord non seulement du gouvernement mais du président de la République est nécessaire, du travail préparatoire qui a été fait, qui n'a pas encore pu aboutir, mais j'espère que demain, si vous m'aviez interrogé demain, ma réponse aurait pu être différente. Et peut-être la semaine suivante. Ce serait bien qu'on en prenne connaissance. On ne peut pas le faire tant que les agréments n'ont pas été donnés par les pays concernés. J'espère que demain, il y aura une preuve de l'accélération. Nos territoires ultramarins sont un élément important de la puissance de la France dans la région. Nous avons des territoires, nous avons des hommes, nous avons une présence militaire également. Nous avons la deuxième zone économique exclusive au monde grâce à ces territoires. Et je souhaite, pendant que j'exercerai ma mission, que nous articulions mieux les enjeux qui concernent mon collègue ministre de l'Intérieur, qui est en charge également des Outre-mer, et les enjeux de la diplomatie. Il y a un continuum évident qu'il faut retrouver. Et donc notre présence dans l'Indo-Pacifique, puisqu'elle passe par nos propres territoires en grande partie, et pas seulement par l'action diplomatique de la France dans la région, il faut mieux les combiner. On a commencé de le faire sans attendre que je vienne au gouvernement, puisque le sommet UE Indo-Pacifique qui s'est tenu sous présidence française au début de l'année a permis de faire mieux prendre conscience qu'il y a là des enjeux qui dépassent même les enjeux pour notre pays. Madame la sénatrice Conway-Mouret, merci également de ce que vous avez dit, comme Olivier Cadic et comme d'autres, sur la façon dont nos agents assument leur mission et leur mission croissante. Il faut une réflexion de fond, c'est tout à fait certain, sur non seulement l'adaptation de ces missions et de nos moyens, mais sur la place de la diplomatie dans l'État. Quelles sont les missions qu'on juge prioritaires? Nous ne pouvons pas les définir nous-mêmes. Nos autorités politiques, au-delà de ce ministère, devront également nous fixer une ligne de conduite. Sur le Niger et au-delà sur la sous-région, comme on dit en Afrique. Comment répondre à la propagande anti-française et à la propagande anti-occidentale qui est à l'œuvre, que l'on voit évidemment dans tous ses effets néfaste, qui est une propagande d'autant plus efficace qu'elle implique peu de monde, coûte très peu cher, passe essentiellement par les réseaux sociaux, pas seulement par un certain nombre de radios aussi. Et pour y faire face, nous n'étions pas équipés. Parce que ça n'est pas notre façon de faire, parce que nous sommes des pays démocratiques et parce que nous ne pratiquons pas la falsification de l'information, la manipulation mensongère. D'autres que nous ont une spécialité à ce titre, mais c'est à notre honneur de ne pas le faire. Néanmoins, il faut contrer cette propagande et la contrer plus efficacement que nous le faisons. C'est l'objet de réflexions qui ont déjà été engagées au sein de mon ministère, que je poursuivrai, et avec là aussi besoin de moyens dans les demandes budgétaires qui ont été présentées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères envers ses plus hautes autorités. Il y a celle-ci, nous devons avoir un minimum de moyens, y compris de moyens humains, pour avoir un dispositif de lutte contre la désinformation au sein de notre ministère, mais aussi avec une dimension interministérielle indispensable. Le ministère des Armées sera mis à contribution, d'autres services aussi. Nicole Duranton.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour vos propos liminaires. Vous avez souligné donc dans votre propos liminaire l'importance politique de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Donc cela va renforcer notre sécurité collective et renforcer la place des Européens au sein de l'OTAN. Donc la signature des protocoles d'adhésion par les ambassadeurs des 30 pays membres donc, a ouvert le 5 juillet donc, au siège de l'Alliance Atlantique à Bruxelles le processus de ratification. Donc la signature des protocoles d'adhésion accorde le statut de pays invité à la Suède et à la Finlande, mais elles ne bénéficieront pas de la protection de l'article 5 de la charte de l'OTAN en cas d'attaque, tant que les 30 États membres n'auront pas ratifié donc leur adhésion. Donc quel degré de protection l'Europe peut-elle d'ores et déjà assurer à la Suède et à la Finlande sur le plan militaire en cas d'agression donc sur leur territoire ou à proximité immédiate. Donc le président Erdogan a à nouveau menacé hier donc de geler l'adhésion de ces deux pays s'ils ne prennent pas part donc à la lutte contre le terrorisme. Il souhaite l'extradition donc de 33 militants donc 33 militants kurdes appartenant donc au mouvement du PKK. Pensez-vous que la prise de position du président turc donc sur l'accession de la Suède et de la Finlande à l'OTAN puisse constituer un ralentisseur à même de différer lourdement ces deux adhésions? Et enfin, donc au sommet de Madrid, vous avez eu un entretien avec le secrétaire général de l'ONU. Donc cet entretien a permis de souligner la force de l'engagement de la France au sein de l'Alliance Atlantique, dont le rôle central est encore souligné par l'agression donc de la Russie contre l'Ukraine. Vous avez mis en avant le renforcement de la contribution française à la posture de défense et de dissuasion sur le flanc oriental. Donc quelles sont les prochaines étapes du renforcement de la contribution française à la posture de défense et de dissuasion sur le front oriental? Je vous remercie. Merci Nicole. Gisèle Jourda. Merci Monsieur le Président. Restons sur les sujets affaires étrangères, s'il vous plaît. Je dis, car demain nous avons la défense. Madame la Ministre, merci donc des propos que vous avez tenus et des éclairages que vous avez donnés depuis donc, cette audition. Moi, je souhaiterais vous faire préciser un point que vous avez évoqué et sur lequel on peut passer rapidement, mais qui, à mon sens, est un point fondamental. Vous avez dit donc qu'aujourd'hui, l'Ukraine et la Moldavie avaient statut donc, de candidat pour rentrer dans l'Europe. Donc je voudrais évoquer avec vous les politiques de voisinage et de partenariat oriental et surtout le pays qui, quasiment conjointement, en tout cas dans la foulée, avait déposé sa demande d'adhésion, à savoir la Géorgie, qui donc depuis 2014 et 2016 est en contrat d'association avec l'Union européenne et qui, compte tenu des deux conflits gelés avec l'Ossétie et l'Abkhazie, est quand même fort mari de voir que sur ces 3 demandes d'adhésion, 2 ont été retenues, une ne l'a pas été. Donc je souhaitais, vous avez évoqué, Madame la Ministre, la notion de communauté politique européenne. Or, la Géorgie, par exemple, appartient aussi au Conseil de l'Europe. Alors, est-ce que, quel gage peut-on donner? Parce que poursuivre les questions de partenariat oriental, Madame la Ministre, et poursuivre les 3 accords, Ukraine, Moldavie et Géorgie, au gré des aléas politiques subis par ces pays, et des alternances politiques, il est évident qu'aux yeux des contrats d'association, à la fois il y a des progressions, mais il y a aussi quelquefois des régressions. Et je dois avouer que ce n'est pas totalement lisible et compréhensible, et je souhaiterais donc avoir donc, votre point de vue sur cette question, d'autant plus que Madame la présidente de Géorgie est une ancienne de vos consoeurs, et elle a donc en main donc, ce pays, ce qui n'est pas, compte tenu de la situation, une sinécure. Donc quelles sont les perspectives et comment envisagez-vous les relations avec la Géorgie? Enfin, Joëlle Garriaud-Mellam. Merci beaucoup. Madame la Ministre, je ne reviendrai pas sur la réforme du corps diplomatique. Je voudrais simplement dire que depuis 1988, que je suis élue des Français de Grande-Bretagne et d'Irlande, sénatrice depuis 2004, je n'ai jamais douté une seconde et je peux attester de l'immense qualité du personnel diplomatique. Jamais il n'a manqué à la France et je peux vous dire qu'il fait l'admiration de tous les pays étrangers.
Je voulais par contre vous interroger sur un problème de communication, pas seulement vis-à-vis des peuples africains, où elle est importante bien sûr, mais aussi au sein même de notre alliance euro-atlantique. Je dois dire que j'ai été assez scandalisée ce matin en découvrant dans le magazine pourtant très respectable The Atlantic une interview de l'ancien Premier ministre du Danemark et ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, qui attaquait la France en disant que la France n'avait quasiment rien livré en Ukraine. Et nous comparant avec les autres pays, disant par exemple que l'Allemagne avait fait 10 fois plus alors qu'il ne s'agit que de promesses. Alors, Madame la Ministre, ce type d'argument est assez lamentable. Bien sûr, nous savons que nous n'avons pas pu faire autant que les États-Unis, par exemple. Bien sûr, nous ne faisons pas de promesses, nous avons des actes, mais je crois qu'il serait important de rappeler à nos partenaires qu'il faudrait un petit peu plus de dignité et de solidarité, et rappeler aussi ce que nous faisons, ce que nous avons fait, par exemple, en Afrique. Et dernière petite chose aussi, enfin petite chose qui ne l'est pas, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots peut-être sur le protocole nord-irlandais? L'adhésion de la Suède, Madame la sénatrice, et de la Finlande à l'OTAN, vous avez raison, il n'y a pas de protection au titre de l'Alliance Atlantique tant que le processus de ratification n'est pas achevé. Qu'y a-t-il? Eh bien, le président de la République l'a rappelé, et je vous le rappelle également volontiers, la clause d'assistance mutuelle, qui est à peu près l'équivalent entre États membres de l'Union européenne. C'est le cas de la Suède et c'est le cas de la Finlande. Donc le fameux article 42.7 que nous avons rappelé tout récemment lorsqu'il s'est agi pour la Suède et pour la Finlande, avant Madrid, de faire part de leur souhait de rejoindre l'Alliance Atlantique. Dans cet intervalle, eh bien, il y a une protection de ces deux pays par le canal de l'Union européenne et ses États membres. Votre autre question portait sur les attitudes du président Erdogan et les difficultés qui pourraient être anticipées dans la ratification par la Turquie de ces deux protocoles. D'abord, l'accord fait l'objet d'un texte écrit, donc il ne s'agira pas pour les uns ou pour les autres de s'écarter de ce qui a été convenu, c'est une évidence, mais je dois la rappeler. Néanmoins, au-delà de ça, je suis convaincue que pour avancer, le meilleur moyen est de poursuivre les uns les autres nos ratifications. D'ores et déjà, la moitié des États membres, je crois, ont achevé leur processus de ratification et c'est la raison pour laquelle je me permettrai dès cette semaine et bientôt devant l'Assemblée nationale de vous rappeler combien notre sécurité collective gagnera à la présence dans l'Alliance Atlantique de la Suède et de la Finlande. Il y a une question sur le flanc oriental qui concerne davantage, je crois, Monsieur le Président, mes collègues de la Défense, même si je vous rappelle volontiers que la France est présente sur le flanc oriental en tant que nation cadre en Roumanie et qu'elle a décidé de renforcer, après le sommet de Madrid, elle a annoncé le sommet de Madrid, sa posture sur place. Elle est présente également en Estonie où nous avons maintenu notre dispositif. Elle contribue aussi à la surveillance aérienne et maritime de l'espace considéré. Une question a été posée sur la différence de traitement entre l'Ukraine et la Moldavie d'une part et la Géorgie d'autre part. Madame la sénatrice, si la Géorgie a été traitée de façon différente, c'est parce que il est résulté de l'examen fait par la commission dont nous avons suivi l'avis, mais qui a fait son examen de ces candidatures selon les critères habituels d'examen d'une candidature. La commission a conclu que la situation de la Géorgie, aussi bien sa situation sur le plan économique que sur le plan des réformes, que sur l'état de droit encore, et en toute amitié pour sa présidente, qui était non seulement une collègue, mais qui demeure une amie, si vous me permettez de le dire, la situation n'était pas la même que celle de la Moldavie et de l'Ukraine et donc ne permettait pas d'envisager maintenant l'octroi du statut de candidat. Je veux appeler votre attention, Madame la sénatrice, sur le fait qu'il y a eu néanmoins un progrès
important pour la Géorgie qui a été accompli au moment de ce Conseil européen des 23 et 24 juin, puisque désormais la perspective européenne est reconnue à la Géorgie, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Pardon. Monsieur le sénateur Laurent, vous avez parlé de plusieurs questions qui ont trait au Proche-Orient. En quelques mots, parce qu'on pourrait évidemment être plus long et plus détaillé sur ce sujet important. La question palestinienne demeure au centre, évidemment, des difficultés. Tant que la solution à 2 États ne sera pas mise en œuvre, il est douteux que les tensions puissent cesser. Nous encourageons et nous accueillons volontiers toutes ces entreprises de normalisation qui sont en cours depuis quelque temps maintenant, qu'on appelle les accords d'Abraham. Ils sont bienvenus. Pour autant, ils ne permettent pas de traiter la question de fond qu'est la question palestinienne. Il faut poursuivre. Le président de la République l'a dit avec celui qui fut mon homologue, mais qui est devenu Premier ministre par intérim, M. Yair Lapid. Je lui avais dit moi-même lorsqu'il était mon homologue, et il fait partie de ceux en Israël qui considèrent que la solution à 2 États est nécessaire. Par ailleurs, nous avons des contacts étroits avec l'autorité palestinienne. Je me suis entretenue la semaine dernière avec mon homologue palestinien Al-Malki dans la perspective de la visite du président Abbas cette semaine, demain, à Paris, pour regarder comment restaurer un horizon politique, celui qui manque tellement en ce moment et ne peut qu'alimenter des frustrations et des incompréhensions dans la région. La visite du président Biden a eu des éléments évidemment positifs. Je veux les saluer comme nous l'avons fait officiellement, aussi bien pour l'aide aux Palestiniens, puisque des avancées ont été enregistrées avec une aide de 100 millions de dollars au profit de Jérusalem-Est et de 200 millions de dollars pour l'UNRWA. C'est une bonne chose. La France elle-même, bien sûr, contribue à l'UNRWA. Des éléments positifs aussi à saluer vers une relation plus normale entre Israël et l'Arabie saoudite suite à cette visite. L'espace aérien saoudien est rouvert, mais il est certain, et je crois que nous serons d'accord sur le fait qu'il faut poursuivre cette dynamique, qu'il y a encore beaucoup de marge de progression et qu'il faudrait, en termes clairs, faire davantage et se fixer des objectifs plus ambitieux. Je reviens à la nécessité d'une perspective politique seule à même de régler le conflit israélo-palestinien et de faire baisser les tensions qui sont en train de monter et qui nous préoccupent. Madame la sénatrice Garriaud-Maylam, merci des appréciations élogieuses que vous avez bien voulu porter sur notre ministère et sur le travail de ses agents. Sur les armes françaises en Ukraine, j'assume totalement, bien évidemment, la politique qui est celle du gouvernement français par opposition à d'autres que vous connaissez comme moi et comme le sénateur Cadic, vous penserez à un pays en particulier, qui consiste à faire. Plus qu'à dire, puis faire. Donc nous ne disons pas tout ce que nous faisons. Nous avons répondu depuis le mois de février à différentes demandes. Elles sont nombreuses, qui nous ont été présentées par les autorités ukrainiennes. Nous le faisons à la hauteur de nos capacités. Il y a des tensions sur un certain nombre de matériels, des difficultés à en livrer trop, mais nous faisons beaucoup plus de choses que ces fameux canons César dont on parle, et c'est tout à fait volontiers que nous en parlons nous-mêmes, mais il n'y a pas que ça. Il n'est pas nécessaire de livrer trop d'informations confidentielles à l'autre belligérant. Je vous demande de bien vouloir le comprendre. Enfin, sur le protocole nord-irlandais, sujet dont nous pourrions parler beaucoup, la réaction unanime des États membres de l'Union européenne et de la Commission a été mesurée et fondée. Ce sont des comportements qui sont inadmissibles. Un État ami et démocratique ne peut pas envisager de mesures unilatérales violant ses propres engagements et violant un traité international. Nous l'avons dit publiquement, je l'ai dit moi-même à Liz Truss lorsqu'elle est venue me voir à Paris. Il faudra le rappeler si c'était nécessaire au prochain Premier ministre britannique.